de l'eau s'infiltre dans le bâtiment. Et les Sprinklogs sont, comme on a vu, très sensibles à l'humidité. Donc... Oh putain. Puis les fantômes d'enfants disparaissent. Et c'est comme ça que se termine le jeu. On comprend donc que lorsque dans Five Nights at Freddy's 2, Phone Guy nous disait que quelqu'un avait volé un costume jaune pour commettre un crime, c'était un costume de Spring Bonnie, et non pas de Golden Freddy. On comprend également dans ce jeu comment Springtrap a été retrouvé par les employés de l'attraction de ce jeu. Il a probablement été retrouvé plusieurs années après, dans cet état, avec le cadavre de Purple Guy à l'intérieur, par les employés de Fazbear Fright. We're trying to track down a good lead right now. Some guy who helped design one of the buildings says there was like an extra room that got boarded up or something like that. So we're gonna take a peek and see what we can find. Dans FNAF 3, on joue donc en réalité contre le meurtrier de toute la saga. C'est pour ça qu'il a l'air de connaître l'existence des caméras et qu'il s'en cache. Il est hanté par un humain qui connaît bien les systèmes de sécurité de la firme et qui est juste, parfois, dirigé par le mécanisme naturel de son costume avec les audios qu'on peut jouer qui l'attirent dans des pièces adjacentes. Ok, c'est sympa, mais j'avoue que c'est un peu décevant que ce soit un peu une narration très linéaire quoi. Mais en réalité ça l'est pas vraiment, parce que quand vous finissez le jeu comme ça, l'écran qui s'affiche, c'est 5 masques avec chacun un œil éclairé de respectivement Freddy, Chica, Bonnie, Foxy et Golden Freddy, ainsi qu'un gros mauvaise fin juste au-dessus. Alors, comment on fait pour obtenir la bonne fin ? C'est une question assez alambiquée, parce que si ce jeu possède beaucoup moins de petits détails cachés, il possède beaucoup de gros détails cachés. À la fin de chaque nuit, dans les mini-jeux dans ce restaurant, vous pouvez, si vous ne suivez pas Shadow Freddy, trouver des indices cachés systématiquement dans les murs des couloirs. Donc pour la première nuit, il y a 2 indices. Le premier c'est Balloon Boy Double Click et le deuxième c'est cette série de carrés. Alors, pour le premier indice, lors de la deuxième nuit, il faut aller double-cliquer sur ce poster de Balloon Boy sur la caméra 8, ce qui déclenche un mini-jeu secret. Si vous récupérez tous les ballons, une porte de sortie apparaît. Et au lieu de prendre cette porte de sortie, il faut plutôt glitcher à travers ce mur et tomber, aller à droite, croiser cet étrange arbre et aller prendre ce ballon ici. Ensuite, pour le deuxième indice, là, les carrés jaunes, il faut aller sur la caméra 7 et appuyer sur les boutons de la borne d'arcade selon le pattern qui nous était montré. Ça déclenche un mini-jeu, et dans celui-ci, il faut récupérer chaque bout du squelette de Mangle, et encore une fois, plutôt que de sortir par la porte qui apparaît, il faut glitcher à travers le mur en haut à droite. On tombe pendant un moment, on croise cette énorme silhouette de la marionnette, et en allant à gauche, on verra un chemin de ballon sur lequel il faut sauter. Et enfin, on peut ramasser ce gâteau. Ça vous paraît absurde ? Attendez un peu, l'indice suivant est donné ici, 4 cupcakes noirs. Donc lors de la nuit suivante, il faut aller chercher les 4 cupcakes cachés dans les caméras qui, une fois tous cliqués, nous amènent dans un autre mini-jeu secret. Dans celui-ci, il faut ramasser des gâteaux qu'il faut donner à des enfants qui pleurent. Sauf qu'en réalité, il faut faire autre chose. En effet, il faut juste simplement aller ici, et encore une fois traverser le mur, et rejoindre ce fantôme à qui on peut donner le gâteau qu'on avait récolté précédemment. Pendant la nuit suivante, on a un nouvel indice, et cette fois-ci, c'est une suite de chiffres. 3, 9, 5, 2, 4, 8. Cette suite de chiffres, il faut la marquer ici, dans les carreaux du mur. Beaucoup de gens sur internet trouvent cette idée nulle et ridicule, mais moi en vrai je trouve ça sympa, mais on en reparle après. Faire la suite de chiffres nous amène à nouveau dans un mini-jeu où on contrôle... ça c'est pas Golden Freddy ça. Ça c'est Spring Bonnie, on est d'accord, mais ça ressemble à Golden Freddy, mais on dirait une autre version. Bon, bref, passons. Ici, la solution est assez incompréhensible. Il faut glitcher à travers le sol, passer plusieurs écrans avec des copies du même écran juste légèrement décalées à chaque fois, glitcher dans plusieurs murs qui amènent après un peu de parcours dans un écran secret avec un enfant qui pleure dans un coin, à qui vous pouvez donner un gâteau. Maintenant, dernier indice, un simple sprite de Shadow Bonnie. C'est tout. Et il faut arriver à comprendre de cet indice qu'il faut cliquer sur cette toute petite figurine de Shadow Bonnie dans son bureau qui déclenche un mini-jeu complètement buggé dans lequel, après quelques manipulations, vous pouvez donner un dernier gâteau à cet enfant. Enfin, vous pouvez maintenant cliquer 2 fois sur ce poster de la marionnette et aller donner un gâteau à cet enfant, maintenant entouré de 4 autres, à l'effigie des 4 animatroniques originels. Une fois donné, celui-ci met un masque de Golden Freddy et leurs esprits disparaissent, laissant tomber chacun de leurs masques. Après ça, on a à nouveau le mini-jeu de fin de nuit et l'écran de fin change, montrant que chaque masque est maintenant inhabité. Les esprits sont maintenant en paix.
Personnellement, je trouve cet ajout très intéressant et efficace. J'aime le côté incompréhensible des énigmes. Ça donne vraiment l'impression qu'on essaye de casser le jeu pour en extraire une bonne conclusion. Je trouve également que la musique de ces mini-jeux est extrêmement efficace. C'est des simples boîtes à musique mélancoliques, avec un enregistrement légèrement lo-fi, qui te font sentir que derrière les images colorées et abstraites qu'on te montre, il y a quelque chose de plus fort et marquant qui se passe. Il y a un vrai sentiment un peu de lourdeur et d'importance qui sort de ces images, et je trouve que c'est en vrai une des meilleures idées qu'a eu Scott. Mais voilà, c'est un jeu qui, moi, m'a touché avec son histoire, avec sa fin, notamment. Et vu qu'il y avait ce final, on va dire, je sais pas, il y avait un truc. Il y avait vraiment un truc qui marchait bien, je trouvais, dans FNAF 3. Je vais pas passer en revue tous les détails et toutes les théories que ces mini-jeux ont inspirées, car ce serait en trop. Je trouve leur inclusion efficace, leur exécution un peu bancale, mais d'une manière qui sert le propos. Et sur ce point, FNAF 3 marche extrêmement bien. Le jeu se termine avec sa dernière fin quand on bat le très difficile mode Nightmare. À la fin de celui-ci, bien. Le jeu se termine avec sa dernière fin quand on bat le très difficile mode Nightmare. À la fin de celui-ci, on voit la conclusion funeste de Fazbear Fright dans un article de journal où on apprend que celui-ci aurait brûlé dans un incendie de cause inconnue. Celui-ci se termine en disant que peu d'objets ont survécu au feu, à part quelques trucs qui seront vendus aux enchères. Dans une dernière ouverture, on peut remarquer un détail intéressant quand on augmente la luminosité de l'image. Derrière la figurine de Freddy, on peut voir la silhouette de Springtrap, indiquant que peut-être celui-ci aurait survécu à l'incendie. One of the best parts about this entire experience has been the mystery and the solving it through just observation and understanding. I don't think this series needs another game. Alors évidemment, du côté de la communauté, les gens ont tous essayé de finir le mode le plus difficile du jeu, le mode Nightmare, ce qui débloque un écran de triche qui peut te faire jouer au jeu avec un mode encore plus difficile. Et bien sûr, tout le monde a gagné ce mode en environ quelques jours malgré son absurde difficulté. Et voilà, c'était le dernier jeu. Il y a bien eu l'annonce le 7 avril 2015 d'un film qui était en projet chez Warner Bros. Mais en ce qui concerne les jeux, c'était fini. Sauf que là, on va commencer à faire un truc. Jusque-là, je vous ai raconté l'histoire de ce développement d'un point de vue de joueur. Maintenant, on va essayer de comprendre les décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant. Car FNAF 3 va lancer un fil rouge dans le développement des jeux de la franchise par la suite. Je vais vous donner mon avis personnel. J'ai l'impression que Scott construit ses jeux en fonction de l'accueil critique du précédent. Et c'est surtout avec ce jeu que ça devient évident pour moi. Le deuxième jeu est construit comme une suite logique du précédent. Les gens ont aimé les chara-design des personnages, alors il y aura 2 fois plus de personnages. Les gens trouvent le jeu stressant, alors créons le jeu le plus stressant possible en mettant le joueur encore plus en danger. Les gens font des théories sur l'histoire du jeu, alors augmentons encore plus la quantité d'easter eggs. Et maintenant, il y aura un lore construit. Sauf que le jeu est assez inégal, donc il y a eu beaucoup plus de critiques sur celui-ci que pour le premier. Les gens trouvaient le jeu trop aléatoire, pas assez stratégique et trouvaient que la trop grosse quantité d'animatroniques pouvait rendre le jeu un peu confus. Enfin et surtout, les gens n'aiment pas que les caméras ne servent plus à rien et ils adorent l'histoire. J'ai l'impression que FNAF 3 est une réaction à ça. Le jeu a un gameplay un poil plus stratégique, il réduit la quantité d'animatroniques pour que ce soit plus lisible et rend la caméra indispensable pour le gameplay. On passe plus de temps sur la caméra de ce jeu que dans tous les autres jeux FNAF réunis. Et comme les gens ont adoré l'histoire, il va mettre les bouchées doubles sur cet aspect du jeu. Dans tout ça, il a un peu délaissé l'atmosphère et complètement délaissé l'horreur, au profit de ce qu'il pensait que les gens voulaient. Et ça paraît comme étant une bonne idée en vrai, de vouloir plaire en tout point à l'entièreté de son public. Mais on va voir par la suite que ça peut aussi avoir de mauvaises répercussions. Car de 1, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc tu seras jamais satisfait. Et 2, ça crée des œuvres difformes. Le jour de la sortie de FNAF 3, Scott avait annoncé son retrait de la série avec cette image du chapeau de Freddy sur un sol carrelé. Sauf que comme la réaction au 3e jeu n'était pas suffisante, Scott, le chapeau de Freddy mis après, a retiré le chapeau. Allez, c'est reparti. Bon, tout le monde était convaincu à la disparition du chapeau que FNAF 4 venait d'être annoncé. Ça a été confirmé entièrement 5 jours plus tard avec une nouvelle image montrant qui avait récupéré ce chapeau. Une version de Freddy extrêmement abîmée avec des dents acérées et des sortes de mini-copies de lui-même grimpant sur son ventre. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'était ce texte. Le chapitre final, prévu pour Halloween 2015. Alors, déjà intéressant, hein, le jeu a pour objectif de reconclure la franchise, mais surtout, Scott prend enfin un peu plus de 3 mois pour faire un jeu.
C'était intriguant et si on augmentait la luminosité, on pouvait voir apparaître le mot Nightmare sur l'image. Très vite, la communauté va donc appeler les itérations déformées et monstrueuses des animatroniques les Nightmare Animatronics. Le 7 mai, nouvelle image, cette fois-ci une image de Bonnie avec le texte « Était-ce moi ?» Encore une fois, bien que moins lisible, augmenter la luminosité et le contraste révèlent les mots Nightmare. Et ainsi de suite, les deux autres animatroniques auront leur version, Chica puis Foxy, créant avec les phrases autour d'eux la phrase « Était-ce moi ? Moi ou moi ?» Les gens vont très vite faire le lien en se disant que s'il y a bien une zone d'ombre dans toute l'histoire jusqu'à maintenant, c'est cette fameuse morsure de 1987. En tout cas, ça coïnciderait avec le fait que des gens ont trouvé des 87 cachés dans le code source du site à l'époque et dans l'œil de l'image promotionnelle de Foxy. Et personnellement, pour parler de ces designs d'animatroniques, en tout cas de mon point de vue de l'époque quand je suivais la hype autour de la sortie du jeu, je trouvais ces designs excellents. Et en rétrospective, il s'agit vraiment des meilleures images promotionnelles que Scott ait fait seul. Le focus de ce jeu était clairement de remettre l'horreur au centre des jeux. Ça annonçait que du bon. Quelques jours plus tard, nouvelle image, on y voit un chapeau et un nœud papillon violet, qui n'est pas une couleur anodine dans la franchise, et en bas de l'image, on peut voir un message caché incomplet. Propriété de suffit de lettres obscurcies. La plupart des gens se sont rendus compte que la suite de lettres Fredbear's Family Diner rentrait plutôt bien à l'intérieur de ce trou, ce qui annoncerait que le jeu se passerait ou alors parlerait de ce fameux premier restaurant qui, dans l'histoire, aurait lancé plus tard la franchise Freddy's. C'était intéressant et ça construisait sur un petit détail du deuxième jeu. Les gens ont bien réagi. Si on augmente la luminosité, on peut voir une sorte d'horreur pleine de dents acérées réfléchies sur le sol. Et cette chose est révélée dans le teaser suivant. Un horrible animatronique avec une double mâchoire et un ventre denté. Le design plaît, la communauté est contente, les gens commencent à spéculer sur le fait que le jeu se passerait peut-être dans les rêves de quelqu'un. Il y a encore une image qui sort après, montrant une sorte de peluche ressemblant vaguement à Springtrap sur une chaise. Et là, personnellement, à l'époque, j'ai ressenti qu'il y avait un problème. Je pense que là, moi, je devais quand même déjà être dans le bon, il enchaîne trop vite. Je pense que je l'ai vu comme une réponse à FNAF 3, tu vois. Que FNAF 3 a déçu, je vais me faire excuser, tout ça. Je pensais plus qu'il fallait laisser un peu respirer le jeu. La date de sortie prévue à la base pour FNAF 4, c'était Halloween, le 31 octobre. Or là, on a énormément de contenu promotionnel posté régulièrement et on n'est que le 9 juillet. Vous le sentez venir aussi, hein. Le 13 juillet, le trailer officiel du jeu sort. Et déjà, c'est un truc que j'ai pas dit, mais tous les trailers des jeux à l'époque sont en 480p sur YouTube. Et ils sont tous en 4 tiers. Ce que je trouve complètement fou. Mais aussi, ce trailer, il est vraiment surprenant à l'époque. D'abord, il montre que le jeu se passe dans une maison, pas dans un restaurant, et le premier plan de celui-ci montre une lampe torche s'allumant et s'éteignant en boucle, jusqu'à ce que quelque chose bouge au fond du couloir. Et le reste du trailer construit sur cette idée, faisant monter la tension, montrant qu'on se déplacera dans une chambre d'enfant, avec Foxy caché dans le placard, des sortes de mini Freddy qui sautillent sur le lit. Le jeu, il change. C'est vraiment un jeu qui fait un peu évoluer la formule. Même si chaque jeu, surtout le 3, l'avait fait un peu chacun de sa manière, ici, visiblement, pas de caméra, pas de restaurant. C'est intéressant. Mais aussi, les 480p du teaser là, et en général l'environnement beaucoup plus simple, les gens ont trouvé ça un peu moins beau qu'avant. C'est surtout que les environnements étaient moins riches, Oh, et yes. que, donc vu que Scott est un dev indé, naturellement, ça peut faire ressortir les défauts des designs. Et le 20 juillet 2015, la page Steam du jeu est créée. Ça commence à sentir bizarre pour une sortie en octobre, vous trouvez pas ? C'est normal. La veille de la sortie du trailer, un email de Scott destiné au youtubeur Doko a été partagé sur internet, montrant que la sortie du jeu était finalement prévue pour le 8 août et qu'à la place, le 31 octobre, on aurait une update avec du contenu Oh, supplémentaire. yeah. C'est pas possible. I'm finally at C'est this pas un peu path. tôt comme sortie le 8 août ? Attends, le jeu vient de sortir là ? On est le 23 juillet ? Alors, Gonna be, FNAF 4 est sorti en avance, un peu comme les deux précédents jeux. Sauf que cette fois-ci, la réaction, elle a été beaucoup plus mitigée. Bah là, la réaction, là il a bu. Bosse sur tes jeux, le temps que tu t'es donné, je veux dire justement, tu pourrais apporter tellement plus en fait justement dans ton jeu. Et là tout le monde aurait pu attendre, d'autant que vu justement la nature du jeu, Halloween, enfin octobre, ça aurait été parfait pour le sortir quoi. Parmi les fans, il y a eu pas mal de mécontentement. Une impression légère que Scott ne prenait vraiment pas assez son temps. Et en dehors de la fanbase, il y a une vraie communauté de haters qui a commencé à avoir sa place à ce moment-là, disant que Scott était en train de presser sa licence comme un citron, ainsi que sa communauté. Mais en vrai, très vite, cette négativité
elle s'est faite écraser par la montagne de hype. Je pense que FNAF 4 était une des sorties les plus suivies de cette année. Déjà avec le 3 c'était intense, mais ici tout le monde était rivé sur la sortie. Tout le monde voulait savoir ce que Game Theory avait à en dire par exemple. Je me souviens, je passais mon temps à rafraîchir tous les jours en vacances pour voir ce qu'il pourrait dire quoi. Et juste, le monde était intrigué. Qu'est-ce qui allait bien pouvoir se passer dans ce jeu? Alors, à l'époque, j'ai fait un truc que j'avais fait assez peu. C'est-à-dire que j'ai joué au jeu quand il est sorti. J'étais beaucoup trop engouffré dans la hype et je suivais avec attention toutes les actus du jeu. Et je peux vous le dire sincèrement, en espérant ne pas trop perdre de ma crédibilité, que ce jeu m'a terrorisé. Encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à y jouer. Ce jeu, c'est mon cauchemar. Je le trouve très intéressant, mais vraiment flippant quoi. J'ai pas envie d'y jouer. Déjà tous les gens qui disent que je suis un fragile à ces bons jeux. Ma crédibilité est partie, c'est plus possible. On va parler de FNAF 4 pendant un long moment. Parce que c'est un des points majeurs de pivot pour toute la série. Ce jeu est aujourd'hui assez universellement connu comme le moment où les choses ont changé définitivement. D'abord, avant d'en parler, on va juste se plonger dans le jeu et expliquer comment il joue avec le joueur et comment il est structuré. Quand on lance FNAF 4, on est accueilli par un très joli écran titre, assez soigné, montrant au loin le lieu principal dans lequel on va jouer, une maison. Quand on lance une première partie, on est accueilli par un texte disant « 5 jours avant la fête. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il t'a enfermé dans ta chambre encore une fois? N'aie pas peur, je suis là avec toi. » On contrôle ensuite un enfant dans une chambre, avec sur le lit la peluche qu'on venait de voir, et d'autres peluches de chaque animatronique dans un coin de la pièce, avec juste Foxy qui n'a pas de tête. Ce sont mes amis. On essaye de sortir, sauf qu'on est enfermé. Demain est un autre jour. Puis, cut. Première nuit. On est dans une pièce en fausse 3D. On peut faire 4 mouvements, se retourner pour regarder son lit avec notre lampe torche, aller voir le placard qui est vide, ou aller écouter aux 2 portes à côté de notre chambre. Les instructions autour de nous nous disent qu'il faut écouter attentivement pour entendre une respiration. Si on n'entend pas de respiration, il faut éclairer le couloir. Si on entend quelque chose, il faut fermer la porte. Les mécaniques sont simples, genre archi simples, et pourtant, il y a une tension dans ce jeu. Parce qu'au début, on est un peu perdu, on se pose pas trop de questions, on va dans chaque endroit de la pièce sans que rien ne se passe. Parfois on se retourne et quelque chose bouge, mais sinon rien ne se passe. La partie qui te fait comprendre ce qui va t'arriver, c'est ce moment où tu vas à la porte, tu n'entends rien et tu vois ça. Quelque chose bouger au fond de la pièce. À ce moment-là, tu te mets vraiment à suer. Le jeu te demande d'être à l'affût du moindre bruit et à l'idée assez brillante de ne te faire voir que très peu des animatroniques. Ils sont tapis dans l'ombre. Et l'élément qui te fait comprendre qu'ils sont présents, c'est un simple souffle sourd à peine audible. De plus, le bouton pour utiliser la lampe et le bouton pour utiliser la porte, Shift et Contrôle, sont l'un à côté de l'autre. Je sais que théoriquement, on peut utiliser l'autre bouton Shift sur notre clavier, mais on doit utiliser la souris. Donc on est obligé d'avoir ces 2 trucs l'un à côté de l'autre. Très souvent, on peut s'en mêler les pinceaux sous l'effet de la pression. Je suis trop con, putain de... Et fermer la porte quand il faut utiliser la lampe torche te tue tout autant que si tu fais l'inverse. Plus les nuits avancent, plus le stress de l'incompréhension se transforme en stress de perdre. On finit par comprendre qu'il ne faut pas que les petits Freddy sur le lit, appelés les Freddles, s'accumulent trop pour ne pas mourir, et on pense alors bien gérer le truc sans jamais que rien n'apparaisse dans l'armoire. Et ça change lorsque vous entendez pour la première fois dans votre casque un bruit inhabituel. Des pas courants dans votre oreille de gauche à droite, ou de droite à gauche. En fait, Foxy essaye pendant votre partie de constamment se faufiler dans votre placard, et il est possible techniquement qu'il ne rentre jamais. Lorsqu'il rentre, il faut vite aller fermer votre placard et revenir le plus régulièrement possible pour ne pas qu'il en sorte et qu'il vous attrape. Vous pouvez checker sa progression en regardant avec votre lampe torche sa position dans le placard. Très vite, ces 4 mécaniques se mettent à marcher ensemble de manière assez glorieuse. C'est particulièrement tendu car le jeu vous demande constamment des temps d'attente alors que votre instinct serait d'aller le plus vite possible. Genre, par exemple, pour entendre le souffle à la porte, vous devez, pour être sûr de l'entendre, attendre au moins 4 secondes. Et 4 secondes,
c'est long. Le jeu possède également une deuxième complexité car avant chaque nuit, vous avez accès à un mini-jeu appelé Fun with Plush Trap où vous devez pendant un temps imparti attirer la peluche en face de vous à partir uniquement de sons à peine audibles. C'est hyper tendu et si vous y arrivez, vous aurez la possibilité de commencer la prochaine nuit avec 2 heures d'avance, ce qui est pour le coup vraiment avantageux. Le jeu est également un jeu narratif. Entre chaque nuit, vous pouvez voir les jours précédant la fameuse fête qui était mentionnée au tout début. On y voit un jeune enfant terrorisé par son frère qui a arraché la tête d'une de ses peluches pour lui faire peur. Cet enfant, constamment en train de pleurer, est, et on le comprend assez vite, terrorisé par les animatroniques du restaurant. Peut-être parce qu'il a vu quelque chose dans celui-ci qu'il a mal compris. Il est parti sans toi. Tu es juste à côté de la sortie. Si tu cours, tu peux partir. Tu ne te souviens pas de ce que tu as vu? La sortie est de l'autre côté. Dépêche-toi et pars. Pendant un des mini-jeux de la semaine précédant la fête, on peut le voir parler à des enfants qui lui disent des choses assez flippantes. Tu devrais faire attention, j'ai entendu qu'ils prennent vie pendant la nuit. Et si tu meurs, ils cachent ton corps et ne le disent à personne. On comprend également, grâce à l'un d'entre eux, que la fête en question est la fête d'anniversaire du garçon qu'on contrôle. Celle-ci aura lieu dans le restaurant, un Freddy's ou un Fredbear, c'est pas évident, et ce, malgré sa peur maladive de l'endroit. En tout temps, peu importe l'endroit dans lequel on se situe, on peut voir la peluche narratrice de l'histoire nous regarder au loin, comme si elle nous suivait. Le jour précédant la dernière nuit, on se retrouve enfermé dans l'arrière-salle du restaurant, au milieu des portions d'animatroniques et de costumes placés ici et là. On crie pour que quelqu'un nous aide, mais personne ne vient nous aider. On dirait d'ailleurs qu'un corps se cache dans le costume en face de nous, ou du moins que c'est facilement interprétable comme étant le cas. Et c'est un bon moment pour parler en face de nous, ou du moins que c'est facilement interprétable comme étant le cas. Et c'est un bon moment pour parler d'un truc. Ce costume avec le chapeau violet, l'énorme corps, le même qu'on peut voir en peluche systématiquement, c'est pas Golden Freddy, malgré les apparences. Il s'agit en fait de la première mascotte historique de la franchise. Il s'agit de Fredbear. Et pourquoi j'en parle? Parce que la nuit 5 du jeu a l'originalité d'être entièrement différente des autres. Quand vous lancez la nuit, vous entendrez dans vos oreilles des pas inhabituels aller de gauche à droite. Naturellement, vous vous dirigez aux portes correspondant à la direction, parfois vous vous retournez vers votre lit, sans que rien n'apparaisse jamais, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Fredbear agit sur toutes les mécaniques du jeu. Il se dirige systématiquement à vos portes et lorsque vous le voyez, il faut la fermer et attendre qu'il change d'endroit. Exceptionnellement, vous l'entendrez rire. Ça veut dire qu'il est sur votre lit ou dans le placard. Et je trouve cet écran sur le lit vraiment cauchemardesque personnellement. Tenir jusqu'à 6h du matin, c'est difficile. Surtout quand on considère que parfois Fredbear envoie des rires qui sont en réalité des feintes. C'est particulièrement dur mais surprenamment pas injuste. Il faut juste comprendre les mécaniques. Et la libération que vous sentez à 6h du matin... Ouais Elle n'a vraiment pas de prix. À la fin de cette 5e nuit, on a accès à une des cinématiques les plus iconiques de tout Five Nights at Freddy's, montrant le jeune enfant terrorisé par son frère et ses amis à sa fête d'anniversaire, jouant avec sa peur bleue des animatroniques. Ils finissent par le porter et le forcer à se loger au sein de la mâchoire d'un animatronique de Fredbear. Sauf que les larmes de l'enfant finissent par intervenir avec le circuit électrique ou les spring locks du costume. Le son se coupe, l'image se fige, fondu au noir. On fait vite le lien avec ce qu'on sait déjà de l'histoire. On vient de voir la morsure de 1987. Et Dieu sait que c'était fort à l'époque. Avant qu'un mème détruise son impact à jamais. Mais figurez-vous que c'est toujours pas fini avec FNAF 4. Parmi les 4 premiers jeux, c'est le jeu avec le plus de rejouabilité. Il existe une chier de modes de jeu différents. D'abord, il y a la fameuse tradition de la 6e nuit, une version du jeu avec des animatroniques plus difficiles à battre qui se voient tous remplacés par Fredbear à 4h du matin, histoire de bien déstabiliser le joueur. Puis il y a le mode Nightmare, qui est similaire à la 6e nuit, mais qui remplace Fredbear à 4h du matin par un autre animatronique. Nightmare. Qui est, je trouve, un ennemi hyper intéressant. D'abord, il agit comme une sorte de Fredbear hardcore. C'est extrêmement difficile de le gérer. Son design est particulièrement efficace en plus, il fout vraiment mal, et surtout, quand il te tue, son jumpscare ressemble à ça. Et après ça, ton jeu se relance. Certains trouvent ça pas efficace. Mais personnellement, je suis pas d'accord du tout. À ce moment du jeu, les jumpscares ils font plus grand chose aux joueurs. Cet écran est particulièrement surprenant la première fois et je trouve qu'il est dans un état de malaise assez exceptionnel.
C'est similaire au stress que provoquaient les rares interactions avec Golden Freddy dans le premier jeu. Et ça m'étonnerait pas que ce plan fixe déformé et sombre, avec des yeux perçant l'obscurité complète, accompagné d'un son analogique distordu, ait été une inspiration pour les séries d'analogue horror qui ont pullulé sur internet 5 ans après. Le jeu s'arrête pas là et propose plusieurs challenges de difficulté, augmentant la violence de Freddy, un mode difficulté maximale particulièrement hard et également tranquille, un mode aveugle où tu dois naviguer le jeu sans rien voir, juste avec l'audio, montrant l'importance de l'audio pour ce jeu. Et l'audio du jeu est particulièrement immersif. Le son est hyper bas, donc tu dois monter le volume comme un ouf pour entendre les indices sonores, ce qui fait que les jumpscares sont particulièrement agressifs, et c'était encore pire à la sortie du jeu. Les jumpscares dans ce jeu, c'est quelque chose. Mais cette mécanique, qui peut paraître au premier abord grossière, est magnifiée par l'efficacité de l'atmosphère. C'est bourré à ras-bord de sons parasites sourds qui te laissent tout le temps dans le flou et qui montent considérablement la tension. C'est un jeu qui est particulièrement éprouvant à jouer. Pour moi, c'est vraiment comme dit le plus réussi. Il a une ambiance lourde, quoi. Et je sais pas, les mécaniques de voilà, faut t'écoutes le souffle, tout ça, machin. Ouais. Pour moi, il est vraiment super ce jeu-là. Et bon, voilà, à part que le jumpscare te défonçait les oreilles comme c'était pas permis, que des bonnes choses. Comme vous l'avez compris, je trouve FNAF 4 très efficace et très complet. Et j'aime globalement bien le jeu. J'ai quelques problèmes avec lui par contre, qui sont devenus plus apparents en y rejouant. Et il révèle souvent des problèmes avec tous les autres jeux FNAF jusqu'à maintenant. D'abord, graphiquement, je trouve le jeu efficace, mais un peu cheapos quand même. On dirait vraiment qu'en tant que modélisateur 3D, Scott ne joue vraiment pas sur ses cartes les plus avantageuses. Et, opinion un peu impopulaire, je suis pas hyper fan en vrai du design des animatroniques dans le jeu. Je les trouve un peu forcés. Quand je les vois en dehors du contexte, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de me faire peur d'une manière très classique. C'était un tout petit peu le cas avec les fantômes animatroniques dans FNAF 3, mais là c'est vraiment très évident. Par contre, Nightmare et Fredbear, c'est tellement over the top que ça devient hyper efficace. Donc là pour eux c'est très réussi. Genre les dents qui couvrent le ventre, là, la mâchoire ventrale, je trouve que c'est une idée très bien fichue. Ensuite, un problème avec ce jeu, c'est qu'il communique assez mal ses mécaniques en vrai. C'est un peu le problème de tous les jeux. Il y a au moins à chaque fois une mécanique qui doit être devinée, soit en faisant beaucoup d'erreurs et essais, soit en checkant un guide sur internet. Dans FNAF 1, ça marche bien, car la simplicité du jeu amène beaucoup de panique, et c'est dans le design de sa peur d'être un peu tout le temps dans le flou. Dans FNAF 2, les mécaniques de Golden Freddy et la confusion quand un wizard animatronique apparaît devant toi, c'est déjà un peu plus compliqué à comprendre. Et dans FNAF 3, le fait que tes audios censés guider Springtrap ne marchent pas une fois sur 10, ça a un bon goût de saouler très vite le joueur. Et comprendre comment Foxy apparaît dans ton bureau, c'est également très frustrant. Dans FNAF 4, par contre, il y a le problème de ne pas avoir Phone Guide pour nous expliquer un tout petit peu des indices pour comprendre comment le jeu fonctionne. Donc t'as même pas un peu une petite idée de ce qui se passe. Et ça a créé une très embarrassante situation où les gens n'arrivaient pas à entendre le bruit de soufflement des animatroniques, qui est quand même la mécanique centrale du jeu, et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre Fredbear. Et donc il a fallu que Scott lui-même explique qu'il fallait attendre parfois un peu longtemps à la porte pour entendre les fameux bruits, et c'est jamais une bonne chose quand la progression dans un jeu dépend d'un message du développeur qui n'est pas inclus dans le jeu. FNAF 4 est difficilement compréhensible sans au moins un peu d'aide extérieure, et ça le rend du coup un peu frustrant. Mais malgré ça, j'aime franchement pas mal FNAF 4. Je connais très peu de jeux qui foutent autant en tension, et je ne pense pas que ce soit que basé sur des simplicités et sur des facilités. Il y a quelque chose avec ce jeu qui le rend terrorisant pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes. Mais assez surprenamment, les gens ils ont pas tellement kiffé le jeu. Et ils l'aiment de moins en moins au fur et à mesure que les années passent. Parce que sur quelques points, ce jeu il va entamer une série de décisions et une série d'événements qui graduellement vont décimer la franchise. Régulièrement, il est question de se demander dans la communauté à partir de quel moment ça a commencé à tourner au vinaigre pour FNAF. Pour certains, c'est le prochain jeu de la franchise. Pour certains, comme moi, c'est une question qui a ses racines beaucoup plus tôt dans la carrière de Scott. Mais pour la majorité, avec des arguments solides, FNAF 4 est le moment où les ennuis ont commencé. Laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Ok, je suis mort. 2 fois en plus, ça m'est arrivé 2 fois. La raison principale pour laquelle ce jeu a eu une étrange perception de la part des joueurs, c'est à cause de l'histoire que le jeu nous raconte. À partir de ce 4e jeu, la plupart des gens suivaient FNAF pour une seule et unique raison, voir dans quelle direction le lore de la série allait. C'est pour ça que malgré un jeu assez mal reçu, FNAF 3 a quand même plu et continue de plaire aujourd'hui. Tout ça grâce à la narration cachée du jeu. Ici, FNAF 4 possède une narration très présente comme j'ai dit. Et voici ce qu'on peut comprendre au premier abord de celle-ci. D'abord, le jeu continue de nous donner des détails cachés ici et là. Parfois, si on se retourne vers le lit, on peut voir un pot de fleurs, une boîte de pilules et une perfusion intraveineuse.
Parfois, on peut également entendre, on peut voir un pot de fleurs, une boîte de pilules et une perfusion intraveineuse. Parfois, on peut également entendre, si on a beaucoup de chance, un bruit déformé en fond. Celui-ci est en fait un son du premier appel de Phone Guy issu du premier jeu, distordu, inversé et ralenti. Également, il y a des détails cachés dans les mini-jeux entre les nuits. On peut voir le Purple Guy dans le mini-jeu avant la 3e nuit, et celui-ci semble mettre un masque de costume de Spring Bonnie sur un employé. Il y a également cette jeune fille un peu dissimulée dans un mini-jeu à qui on peut parler et qui nous demande si on aime sa collection de jouets. Maintenant, il y a un détail qui a un peu fait tiquer les gens. Dans ce même mini-jeu, si vous interagissez avec la télévision, un cartoon se met à jouer, appelé Fredbear and Friends, et qui est daté de 1983. Donc, le jeu se passe en 1983. Et c'est corroboré, hein. C'est plutôt admis comme la vérité. C'est-à-dire qu'on te parle depuis 3 jeux d'une morsure de 1987, un énorme mystère dont parlent constamment tous les fans de la série. On te fait monter une hype en cachant le nombre 87 dans toutes les images de promo du 4e jeu en impliquant qu'on allait te dire clairement qui était responsable. Tout ça pour te montrer une autre morsure datant de 4 ans avant, dont on n'avait jamais parlé auparavant. Déjà ça paraissait un peu bizarre, mais les gens ont accepté. Et ce qui est un peu drôle, c'est de voir que sur le site de Scott, les 87 qui étaient cachés dans le code source, ils sont transformés en 83 quelques jours avant la sortie du jeu. Et donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a changé ce détail parce qu'il s'est rendu compte que ça faisait aucun sens. Je ne suis pas sûr de cette théorie, mais ça me fait rester cette fois. Le jeu possède également 2 autres fins. D'abord, la première qui se joue quand on gagne la 6e nuit. Avant de vous la montrer, il faut revenir sur un détail. La couleur des textes. Systématiquement, lorsque la peluche Fredbear nous parle, c'est écrit en jaune. Quand c'est l'enfant, c'est en blanc. Et tous les autres personnages parlent avec une couleur qui leur est propre, souvent liée à un élément de couleur de leur sprite dans le jeu. Le mini-jeu de la 6e nuit montre l'enfant seul en face de ses peluches, qu'il avait identifié préalablement comme ses seuls amis. On le comprend sur son lit de mort, entre la conscience et l'inconscience, entendant quelqu'un lui parler. Et le texte gris semble indiquer qu'il s'agit de son frère. Est-ce que tu m'entends? Je sais pas si tu peux m'entendre. Je suis désolé. Une musique douce au piano commence et la peluche de Fredbear se met à nous parler. Tu es brisé. Nous sommes toujours tes amis. Est-ce que tu y crois encore? Je suis toujours là. Je te remettrai en place. Et alors que toutes les peluches en face de nous disparaissent une à une, l'enfant finit par disparaître également, avec le simple bruit d'un électrocardiogramme plat. Il vient de mourir. Oh yes! Ah, enfin! Ce level est brutalement brutal. Il est pas long, mais il est brutal. Il a interprété plusieurs événements comme des gens enfermés dans des costumes de force